Bonjour, chers téléspectateurs de TV Liberté. Bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Alors, en ce jour de rentrée, puisque nous sommes début septembre, j'ai pensé que nous pourrions, avec Pierre... Bonjour Olivier. Merci Pierre d'être à mes côtés. J'ai pensé que nous pourrions consacrer une émission à l'économie de la presse et au sort de la presse, et notamment la presse papier. Alors qui est le mieux placé pour nous parler de cette presse? Francis Bergeron. Merci, cher Francis Bergeron, d'être présent au micro et sur ce plateau. Vous êtes, évidemment... Merci de m'avoir invité. Vous êtes rédacteur à présent, mais vous avez une fonction à présent. Quel est votre... Je suis gérant de présent. Oui, gérant, très important. Or, je voudrais signaler à nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, il en est qui naissent tous les jours, que vous venez de l'entreprise. Et ce n'est pas négligeable de le savoir. Vous venez de l'entreprise, vous avez été DRH d'une grande entreprise internationale, et à ce titre, vos connaissances de l'entreprise éclairent l'action que vous menez à présent. Et il est vrai que la formule du journal a considérablement évolué sans perdre ses fondamentaux que vous pourrez nous rappeler d'ailleurs tout à l'heure. Mais je crois que véritablement nous avons là un quotidien qui nous met au fait de toutes les informations que nous ne trouvons nulle part ailleurs. Alors vous avez écrit un livre. Ce livre, nous en reparlerons tout à l'heure, présente un défi au quotidien. C'est en effet un défi. Et le défi est tellement considérable qu'une actualité récente, c'était il y a un mois, vous avez été censuré sur Facebook par, alors c'est pas monsieur Zuckerberg, mais c'est probablement ces séides qui ont censuré l'article consacré aux identitaires, au procès des identitaires. Alors nous allons parler de cette affaire parce qu'elle est considérable, elle est très importante. Et je crois, Pierre, que vous en êtes tout à fait d'accord. Nous avons un paradoxe extraordinaire, c'est que maintenant ce sont les milliardaires qui censurent la pensée hétérodoxe. Et ça me paraît extrêmement grave, extrêmement dangereux pour l'avenir, et j'aimerais que nous en parlions. Alors, de quoi s'agit-il? C'est le fameux procès des identitaires. Francis Bergeron. Oui, présent avec couvert au mois de juillet, début juillet je crois, le procès des identitaires qui étaient montés dans les Alpes pour mener une action symbolique consistant à faire une sorte de barrière humaine pour dire l'immigration clandestine qui passe par ce col, eh bien, il doit être bloqué, elle doit être bloquée, elle doit être empêchée. Et ils avaient fait cette action spectaculaire, je dirais, de manière tout à fait pacifique, sans dégradation et sans violence, sans aucun... C'était vraiment une action purement symbolique, mais qui avait été fortement répercutée. Normalement, une telle action ne peut pas donner lieu à des poursuites judiciaires. Or, le parquet a décidé, contre toute attente et contre toute... cohérence juridique, a décidé de poursuivre les organisateurs de cette manifestation pacifique. 6 mois de prison ferme, voilà. Et 75 000 €. Effectivement, le procureur, sur ordre du gouvernement, du pouvoir, le procureur demandait 6 mois de prison et 6 mois de prison ferme. Mais quel était le chef d'accusation ? Le chef d'accusation, c'est la provocation à la haine raciale, c'est l'obstruction à la circulation des hommes, peut-être. Au départ, il y avait l'idée aussi que, comme ils étaient habillés tous pareils, c'était une volonté de faire croire qu'ils se substituaient à des autorités de police. Mais enfin, tout ça, c'était des prétextes et normalement, ils ne pouvaient pas être poursuivis. Nous avons raconté, dans présent du mois de juillet, donc nous avions raconté ce procès, le caractère scandaleux de ce procès, et un procès qui s'en prenait à des gens qui n'avaient pas
qui n'avaient pas violé la loi en aucune façon. Or, mieux que ça, ce sont des auxiliaires oui, de la loi, à la limite. Oui, à la limite, tout à fait. Puisque, bien évidemment, l'introduction ou l'arrivée de clandestins, donc de gens qui n'ont aucune autorisation pour franchir la frontière, qui n'ont aucun statut leur permettant de rentrer en France, de séjourner en France clandestinement, donc forcément clandestinement, c'est quelque chose qui est interdit. Et donc la manifestation des identitaires, de génération identitaire, était une manifestation de soutien aux législateurs, à la loi française, normalement. Il n'empêche que donc on a cette volonté de faire condamner Génération Identitaire, et même Castaner a laissé entendre qu'il voulait dissoudre Génération Identitaire au seul motif qu'ils avaient organisé cette action spectaculaire pacifique. Et nous avons évoqué ce point dans Présent. La grande surprise, c'est que quelques jours plus tard, nous avons reçu de Facebook un message, de la direction de Facebook, un message nous disant qu'ils retiraient le texte de Présent, donc ils censuraient Présent, ils interdisaient Présent de Facebook, parce que ça ne correspondait pas aux règles de la communauté. Aux standards de la communauté. Voilà, aux standards de la communauté. Alors quels sont ces standards de la communauté ? D'abord, première remarque, ce sont des standards auto-générés par Facebook. Autrement dit, Facebook qui est comme le téléphone ou la poste, qui est un service, non pas un service public, mais un service pour le public, pour tout le public, qui est un service mondial, qui plus est. Facebook se crée des règles, et ces règles font que Présent est interdit de Facebook. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'il reproche à cet article, que nous avons reproduit à nouveau à la une de Présent. Un article qui n'est poursuivi par personne, qui est légal, qui est autorisé, qui ne contient rien de répréhensible non plus. Alors, il y a deux hypothèses. Première hypothèse, c'est que il considère que le fait d'écrire ce que nous avons écrit, notamment de nous opposer à l'immigration sauvage, serait un acte de haine, voire même de racisme. Les lecteurs peuvent relire l'article, puisque nous l'avons republié, mais cette fois en une. Les lecteurs peuvent relire l'article de Présent, qui est paru donc quelques jours plus tard, en juillet 2019, et ils peuvent voir qu'il n'y a absolument aucun terme raciste et aucun terme de haine, pour une raison très simple, c'est que Présent est un journal, certes identitaire, c'est un journal identitaire, c'est un journal patriotique, mais c'est aussi un journal catholique. Et donc, le racisme et je dirais la haine, l'agressivité, c'est quelque chose qui n'est pas dans nos gènes, qui ne peut pas l'être. Donc, bien évidemment, cet article ne pouvait pas avoir ces défauts. Et donc, ils ont, en faisant l'exégèse du texte de Présent, ils en ont conclu qu'il y avait là des éléments de racisme ou d'agressivité ou de haine, ou les deux, enfin, on ne sait quoi. Ça, c'est une première hypothèse. La deuxième hypothèse, elle découle directement du communiqué de Facebook, où ils expliquent que Facebook est un lieu de bienveillance et de... accueillant pour tous. Accueillant pour tous, exactement. Accueillant pour tous. Or, ce qui est vrai, et ça on ne le conteste pas, c'est que l'action de Génération Identitaire, comme la loi française d'ailleurs, n'est pas accueillante pour tous. Elle dit que pour être accueilli en France, il faut avoir l'autorisation, soit statutaire, soit spécifique, de venir sur le territoire français. Donc elle n'est pas accueillante pour tous, donc elle n'est pas conforme aux valeurs de la communauté préconisées par Facebook. Cette affaire est très grave parce que elle annonce... au départ, ces dispositions avaient pour but de contrer l'islamisme, c'est-à-dire les appels au meurtre, le djihadisme, les appels au meurtre, l'apologie du terrorisme, etc. Mais on voit qu'aujourd'hui... Ça se retourne. On voit qu'aujourd'hui, la première cible de ces nouvelles dispositions, c'est par exemple un journal comme Présent, qui évidemment n'est pas un journal qui soutient le terrorisme, quel que soit ce terrorisme, évidemment, et qui n'est absolument pas
pas un journal de haine et qui n'est absolument pas un journal qui appelle au meurtre, voire même à la violence, voire même à des dispositions, à des actions illégales. Donc c'est effectivement quelque chose qui est extrêmement inquiétant et on se dit que je dirais la motivation de Facebook sur ce terrain-là, c'est d'imposer au fil du temps des normes, des dispositions qui vont devenir les critères de l'expression publique. Mais est-ce qu'on peut parler vraiment de censure, puisque Facebook est un groupe privé? Est-ce que la censure ne doit pas rester un mot qui vient l'apanage de l'État, l'apanage du public? Oui, on pourrait se poser la question. Moi, je retournerais la chose en disant que quand une organisation, quand un média a un pouvoir aussi important que Facebook, est-ce que ça peut rester du domaine privé? C'est ça. Est-ce que ça ne doit pas... Alors après que l'État censure, voilà. C'est un libéral qui dit ça, c'est quelqu'un qui est par définition favorable au secteur privé, favorable à l'initiative privée, favorable à l'entreprise privée. Mais quand on arrive à des niveaux de pouvoir d'un Facebook renforcé par la loi Avia, renforcé par un état d'esprit, renforcé par la communication, en France en tout cas, du gouvernement français, eh bien on se dit qu'on a là des États dans l'État. Que ce soit Facebook, on avait d'ailleurs bien vu la façon dont Emmanuel Macron avait reçu Mark Zuckerberg, un petit peu comme une sorte d'alter ego. Ils étaient l'un en face de l'autre, un petit peu comme deux chefs d'État. Deux complices. Oui, mais le pouvoir du monde Facebook est un pouvoir aussi grand que celui d'un État et d'un grand État. On n'est pas là dans le business, dans le problème, classique. C'est que lorsqu'il y a des règles internationales, elles sont théoriquement votées par la communauté internationale. Elles prennent forme juridique à travers l'ONU, Or là, pas du tout. Nous avons un milliardaire, 5e fortune du monde, qui dicte sa loi. Ouais. C'est plutôt la loi du Far West, quand même. C'est la loi du Far West, mais Il a les Colts. Les Colts, ouais. Ça s'appelle... Mais les Colts rétablissaient une certaine égalité. C'était celui qui tirait le plus vite qui gagnait. Oui. Le problème, c'est là, c'est beaucoup plus inquiétant. C'est parce que c'est aussi ce que nous avons écrit par la suite, toujours en juillet dernier, ce que nous avons écrit dans Présent, c'est que Présent, face à une censure de cette nature, comment Présent peut réagir ? Comment Présent peut se défendre? Et ça, c'est très difficile, parce que nous pesons, notre chiffre d'affaires, il est d'1 200 000 € à peu près, oui, et Zuckerberg, c'est Zuckerberg, 80 milliards. Rien que sa propre fortune personnelle, c'est 80 milliards, et la valeur de Facebook, c'est une valeur incommensurable. Enfin bon, donc il ne faut pas rêver, on n'est pas à armes égales dans un schéma comme ça. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut démontrer ce qu'on veut, on peut remettre l'article en une dans Présent, on peut tenir le discours qu'on veut, on n'arrivera pas à faire changer les choses par ce biais-là. En revanche, Présent a un atout, c'est que Présent, il est aussi sur le papier. Voilà. C'est là que je voulais en venir, Francis Bergeron, parce que après la pause, je pense que c'est très, très important de constater qu'il y a 10 ans, nous avons dit les réseaux sociaux, c'est la liberté de dire tout ce que nous l'avons cru. Nous l'avons cru. Et on se dit, le papier, c'est fini, les magazines, on va en parler d'ailleurs. Beaucoup de magazines, beaucoup de papiers sont en crise, de journaux papier sont en crise, de quotidiens sont en crise. Or, on s'aperçoit là, avec l'affaire que vous traitez, que le papier reprend une liberté par rapport aux réseaux sociaux. Et j'aimerais qu'on approfondisse la chose. C'est un petit peu comme les Dazibao dans la Chine populaire de l'époque Mao, où ce qui ne restait à l'opposition chinoise, aux Chinois comme libre expression, que d'écrire, de calligraphier des affiches qui posaient sur les murs. Ils n'avaient que ça. Mais nous... c'est le samizdat aussi. Ou le samizdat dans l'Union soviétique de Gorbatchev, enfin surtout de Brejnev et des autres, et de Gromyko, etc. Nous avons effectivement
le dernier secteur de liberté qui reste, si les réseaux sociaux poursuivent ce mouvement de rideau de fer, ce que j'appelle un rideau de fer numérique, très belle expression. Rideau de fer numérique qui est en train de descendre sur le web, enfin sur la toile, c'est quand même le papier. Pourquoi ? Parce que le papier est un média cher, le papier est un média que l'on trouve partout, qui dépend d'imprimeries qui sont sur tout le territoire, qui n'est pas centralisé aujourd'hui. On ne peut pas centraliser la production de papier et la diffusion de papier. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'outils capables d'interdire de fait une diffusion d'informations papier comme on peut le faire sur les réseaux sociaux. Et, oui. Alors nous allons en reparler après la pause, mais comment faire dans ces conditions pour aider Présent ? Et on évoquera aussi les autres journaux papier, quotidiens ou magazines qui sont en difficulté. Je crois que c'est une question très importante. Après la pause. Alors, il semblerait que le papier ait ses chances. Comment fait-on pour aider Présent d'abord ? Comment peut-on aider ? On s'est posé la question face à cette censure, qui était une première pour le journal Présent. Je sais qu'il y a déjà eu des censures de cette nature. J'ai vu sur Internet notamment des musulmans convertis au catholicisme, au christianisme, qui ont été censurés parce qu'on considérait que leurs propos étaient islamophobes. Donc ça existe déjà ce type de censure. Et ce type de censure, encore une fois, risque de se généraliser puisqu'ils anticipent un risque. Ces réseaux sociaux anticipent un risque qui est maintenant dans la loi, qui est le risque qu'ils courent, eux, à publier des textes qui seraient réellement racistes, violents, terroristes, etc. Donc ils anticipent, mais ils anticipent avec une liberté de manœuvre totale qui fait que, par exemple, ils vont censurer Présent. Alors, on ne peut pas réagir sur le plan juridique ou sur le plan, je dirais, de monter nos propres réseaux sociaux, etc. C'est impossible. Mais il y a le papier, et c'est quand même une particularité de Présent, c'est d'être un quotidien papier que l'on trouve dans les kiosques auxquels on peut s'abonner. Et c'est sur ce terrain-là qu'il faut que l'on réagisse premièrement en assurant le maintien du journal Présent comme quotidien, parce que c'est un quotidien fragile, c'est un quotidien qui ne gagne pas d'argent, qui n'en perd plus aujourd'hui, mais qui n'en gagne pas. C'est un quotidien qui a, malgré tout, un certain nombre de charges héritées du passé qu'il doit assurer. Et puis, surtout, Présent, c'est un outil, et nous lançons un appel aux lecteurs de Présent, mais aussi un appel, je dirais, un petit peu à tous ceux qui se préoccupent de la liberté d'expression, que soucie cette liberté d'expression, eh bien, de se mobiliser pour montrer que Présent, par la qualité des informations qu'il diffuse auprès de son public, mais aussi par le fait que, grâce à Présent, on irrigue un certain nombre de revues, un certain nombre de journaux hebdomadaires, mensuels, trimestriels, etc., qui prennent le relais de ces informations, que Présent a un véritable rôle de contre-pouvoir au niveau de l'information, ou de contre-information. Et donc, on a besoin, c'est la meilleure forme que l'on puisse trouver pour nous aider, on a besoin de faire grossir le nombre d'abonnés à Présent, et en particulier parmi les moins de 30 ans. Parce que les moins de 30 ans, ce sont des gens qui sont sur les réseaux sociaux, ce sont des gens qui ont pris l'habitude, qui ont pris l'habitude de n'aller chercher l'information que sur les réseaux sociaux, et ce sont eux qui vont être les premières victimes de cette censure, de cette désinformation,
notre génération à nous, elle a eu aussi ces désinformations, ces censures, les scandales et les journaux condamnés à des amendes, etc., pour essayer de les faire taire. Mais la génération des moins de 30 ans, c'est là que tout se joue, et il faut absolument que nos lecteurs, tous ceux qui s'intéressent à cette question-là et qui lisent Présent même très occasionnellement, ils nous aident à pénétrer les moins de 30 ans, je dirais, en leur faisant toucher du doigt que la presse papier, elle a un rôle incontournable. Et je terminerai sur ce point-là par une petite anecdote, c'est que avec Emmanuel Ratier, que beaucoup de téléspectateurs de Présent, de TV Liberté ont connu, et quand Emmanuel Ratier a créé son institut d'archivage et de documentation, il y a 4-5 ans, on lui a dit, mais pourquoi stocker du papier, pourquoi stocker de l'information papier, alors que, bien évidemment, c'est le numérique qui va triompher. Il suffira d'acheter Le Monde en numérique, Le Figaro en numérique, et même l'Action française en numérique, etc. Et puis tout le reste, et les livres, etc. Et puis on aura une banque de données qui sera suffisante et qui fera zéro stock. Et lui, il m'avait répondu, à l'époque, tu verras qu'ils arriveront à censurer les réseaux sociaux, ils arriveront à réécrire l'histoire, ils arriveront à nous empêcher de communiquer à travers ce média. Et donc, il est important de conserver la trace de ce qui a été publié, de ce qui a été écrit dans les livres et dans les journaux. Et à l'époque, nous lui avions dit, mais non, c'est impossible. Techniquement, il est impossible et il sera impossible de censurer les réseaux sociaux. Ce n'est pas possible. Eh bien, voilà. C'était un visionnaire. C'était un visionnaire, et nous touchons du doigt les débuts d'un processus de rideau de fer numérique qui s'abat sur le monde. Francis Bergeron, on peut constater qu'aujourd'hui, les propriétaires de médias, et en particulier les propriétaires de journaux papier, sont très peu nombreux, ou en tout cas sont de moins en moins nombreux. Et comment vous expliquez ce phénomène de concentration ? Alors, on peut l'expliquer historiquement. La concentration... Est-ce que ça a toujours été comme ça ? Non, jamais à ce niveau-là. Jamais. Historiquement, on vit quelque chose d'incroyable. Il y a 9, je dirais grosso modo 9 personnes qui possèdent 80% de la presse française. Et... Pardon de vous interrompre, c'est la même chose en Angleterre. Pays réputé plus libéral. 85% de la presse anglaise est tenue par une poignée de milliardaires. C'est exactement le même phénomène en Grande-Bretagne. En tout cas, moi, j'ai deux explications. Enfin, l'origine de ce phénomène, cette concentration, qui est assez récente, c'est un phénomène assez récent, mais qui s'est accéléré d'une manière absolument incroyable. Je dirais, ces 5 dernières années. Elle a deux origines. La première origine, c'est que les lois sociales françaises, alors là, c'est typiquement français, les lois sociales françaises sont assez monstrueuse, il faut bien le dire. Lorsqu'un journal change de propriétaire, tous les journalistes peuvent demander à être licenciés. Et lorsque le journaliste, il a entre 58 et 70 ans, son intérêt, c'est d'être licencié. La clause de conscience. C'est la clause de propriété. Enfin, c'est une anticipation d'un éventuel problème de clause de conscience si le propriétaire a changé d'idée. Oui. Si le nouveau propriétaire n'a pas les mêmes idées. Mais le simple fait de changer de propriétaire permet de faire jouer cette clause. Et globalement, le statut des journalistes en France est extrêmement privilégié. Alors, ensuite, il y a un statut de journaliste qui est formidable, avec notamment des abattements fiscaux, dont on ne parle jamais d'ailleurs. Les journalistes n'en parlent jamais. C'est bizarre. Oui, mais bon, je ne vais pas faire. Chacun voit midi à sa porte. Voilà. Mais on a des abattements fiscaux et un système de retraite extrêmement favorable. Très favorable. En tout cas, le premier problème, c'est que quand un journal doit être transmis, quand les propriétaires veulent vendre, eh bien, il n'y a que des milliardaires pour pouvoir faire face, ou des multimillionnaires parfois, pour pouvoir faire face aux coûts
qui vont découler très directement de ce changement de propriété. Donc ça, c'est un premier point, et c'est assez spécifique à la France. Il y a une autre raison aussi. C'est quand même que, mais vous allez le dire, ils ont intérêt à contrôler l'opinion. Oui, alors le deuxième point, c'est ça. Le deuxième point, c'est que les milliardaires et les multimillionnaires qui achètent ces titres, ils ne l'achètent pas pour gagner de l'argent, car la presse écrite ne gagne pas d'argent. La presse écrite ne gagne pas d'argent. Aucun journal de la presse écrite ne gagne d'argent, ou en tout cas n'en gagne significativement. Donc ce n'est pas un calcul de business qui est fait, mais c'est simplement parce que ces journaux, papier, viennent compléter une gamme de supports, une gamme de médias, qui va permettre effectivement un certain contrôle de la presse et des médias, qui permet d'avoir... de rentrer dans une stratégie de communication globale. En général, ces propriétaires sont appuyés sur des groupes financiers, des groupes industriels, et que ce soit un Patrick Drahi, que ce soit Dassault, un Dassault, Niel, que ce soit un Xavier Niel, Mathieu que ce Pigasse, soit un Bernard Arnault, un Mathieu Pigasse, tous ces gens-là, effectivement, ils ont une stratégie financière et industrielle, et le journal papier vient compléter la gamme des outils de communication. Et le papier a aussi une vertu par rapport à, je dirais, à l'oralité, ou par rapport même à l'image, c'est que le papier y reste. Et je lisais... en juillet dernier, je lisais un article de Cécile Duflot dans Le Monde, où elle disait qu'elle avait été extrêmement meurtrie par quelques lignes parues dans Le Monde, qui était son journal favori, de référence, etc. Elle avait été extrêmement meurtrie parce que justement, ça restait sur le papier, alors qu'elle pouvait entendre la même chose à la radio ou à la télévision, mais un mot chasse l'autre, une image chasse l'autre. Les Romains l'avaient dit, scripta manent, verba volent. Francis Bergeron, est-ce que cette concentration, c'est pas quelque part un petit peu une dérive du libéralisme où on verrait les plus gros l'emporter toujours ? Oui, bien évidemment. Le libéralisme n'est pas un péché en soi. Le libéralisme économique, j'entends. Le libéralisme économique n'est pas un péché en soi. Mais le libéralisme sans contrainte, sans cadre, génère des risques et des défauts. Et l'un des risques, c'est effectivement cette espèce d'hyper-concentration au niveau de groupes extrêmement puissants. Et nous vivons ça dans la presse d'une manière absolument incroyable. Donc oui, il faut savoir limiter les pouvoirs de ces magnats de la presse, mais aussi les pouvoirs des groupes, quels qu'ils soient. Quand des groupes pèsent plus lourd que des États, ça pose un vrai problème. Qui est légitime ? Est-ce que c'est l'État ou est-ce que c'est le groupe ? Et qui pousse à prendre des décisions politiques ? Est-ce que c'est l'intérêt des assujettis à l'État ou est-ce que c'est l'intérêt des assujettis au groupe industriel ou politico-industriel ou Vous avez une comparaison historique, souvenez-vous, Pierre. Les Templiers contre Philippe IV-le-Bel. Oui. Eh bien oui, la multinationale a perdu. Moi, je pensais un petit peu à Jacques Coeur aussi. Enfin, oui, la multinationale a perdu. Quelquefois, on se pose la question. Et Jacques Coeur a perdu contre l'État. Oui. Alors, quelquefois, c'est source d'injustice, peut-être, ou ce sont des talents qui sont bridés. Mais je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur ces questions-là. Parce qu'aujourd'hui, je pense notamment aux GAFA, donc Google, Apple, Facebook et Amazon. Nous avons là des lieux de pouvoir qui sont plus forts que des États. Et un petit peu peut-être à côté, je pense qu'il faut en parler, Francis Bergeron, des instituts de sondage qui sont vraiment devenus des médias à part entière, et les journalistes qui citent souvent les résultats de ces instituts de sondage oublient de parler de qui détient ces instituts de sondage, et souvent des gens, par exemple, comme Madame Parizeau qui dirigeait le MEDEF, ou Vincent Bolloré qui à la tête de CSA, Nicolas Bazir, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy chez Ipsos. Enfin voilà, BVA actionnaire, c'est Rothschild, donc.
Oui, non, mais c'est pareil. Les instituts de sondage rentrent dans une stratégie de communication globale. Il n'y a pas de sondage par hasard. Soit ces sondages répondent à un intérêt relatif au business, soit un intérêt idéologique. Il n'y a pas de secret. Mais je dirais que le sondage ne parle que du sujet qu'il traite, alors que la presse, les médias, papier, télévision, radio, etc., parlent de tout. Et cette influence-là est bien supérieure. Est-ce qu'on peut vraiment penser, Francis Bergeron, qu'avec la fin du pluralisme dans les médias, est-ce que les citoyens qui vont voter, en tout cas, est-ce qu'on peut penser que l'issue du suffrage universel est vraiment biaisée aujourd'hui ? Ah oui, il y a une volonté de biaiser le suffrage universel. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est qu'un Donald Trump a été élu alors que contre la presse. Contre la presse. D'ailleurs, il a fait ses plus mauvais scores sur la côte ouest et la côte est, mais tout le reste de l'Amérique a voté largement en faveur des républicains. Et grosso modo, 95% des gens étaient pour Madame Clinton et 95% des médias plutôt étaient pour Madame Clinton, 5% plutôt pour Monsieur Trump. Il a été élu. Ça veut dire que les gens aux États-Unis, mais je pense que la chose est en train de gagner en France aussi, les gens ne font plus confiance aux médias. Les gens savent de plus en plus qu'il y a cette concentration. Les Gilets jaunes, sur leur site, sur leur système de communication, BFM ont TV, très souvent... Ouais. Bah oui, parce que BFM, c'est Patrick Drahi, etc. Et tout d'un coup, on réalise que BFM, Libération, l'Express, tout ça c'est la même chose, c'est la même boîte, et que finalement, il n'y a pas pluralité d'opinion sur un sujet, il y a concentration de tir d'un groupe, je dirais, financier, industriel et de communication, visant un projet, une information, etc. On a cette conscience qui est de plus en plus forte. Il y a eu des schémas qui ont été présentés qui montrent que cette concentration est devenue incroyable. Mais les gens arrivent quand même à s'en extirper. Oui, la preuve par apparemment, Trump, mais... Ou par le Brexit, ou... Oui, et par les réseaux sociaux jusqu'à une date récente. Oui, c'est ça. Voilà, c'est que ces réseaux sociaux ont été très longtemps un havre de liberté, mais que nous avons maintenant, nous sommes face à un processus de restriction de ces libertés. Et je pense que ça va aller très très vite là aussi. Parce qu'à partir du moment où Facebook lance l'opération, à partir du moment où Facebook publiquement applique ses dispositions avec l'accord du gouvernement, voire encouragé par le gouvernement, on va avoir quelque chose qui va être de plus en plus encadré, de plus en plus contrôlé. Et donc ce rideau de fer numérique, nous sommes en train de le voir tomber sur notre pays. Alors, nous allons faire tomber une pause seulement pour interrompre le mouvement général de l'émission, mais nous allons revenir sur l'examen des confrères qui ne se portent pas si bien. Il y a certaines affaires, par exemple l'affaire du Paris-Nice, Nice Matin, pardon, excusez-moi, Paris-Nice c'est une course cycliste, qui méritent une réflexion de notre part et nous allons vous poser des questions là-dessus. Alors, sur la presse, une affaire exemplaire, c'est quand même, non pas Paris-Nice, mais Nice Matin, comme je le disais tout à l'heure. Nice Matin, qui est en voie d'être racheté par Niel et d'autres milliardaires, parce que il y avait un candidat propriétaire de Valeurs Actuelles, qui s'appelle Iskander Safa, qui est un chrétien maronite, libanais donc, qui est censé mal penser. Et donc, on fait tout pour que Nice Matin lui échappe. Et puis surtout, c'est un symbole de cette concentration de la presse, de ce processus de concentration de la presse dont on a parlé précédemment.
Nice Matin est un journal. D'abord, c'est un journal plutôt de gauche dans ses orientations, dans la censure ou l'autocensure pratiquée par les journalistes. C'est un journal plutôt de gauche dans une région de France qui est la région la plus à droite de la France. Donc il y a déjà un vrai problème. Si Nice Matin perd 5 à 10% de lecteurs chaque année, c'est parce que le lecteur de Nice Matin, qu'il vote LR ou qu'il vote RN ou je ne sais quoi, ce lecteur, il sent, je dirais, l'anomalie intrinsèque des informations qui sont souvent, pas toujours, et pas par tous les journalistes, mais qui sont souvent diffusées dans Nice Matin. Alors, Nice Matin est la propriété, jusqu'à nouvel ordre, mais plus pour longtemps, est la propriété d'une entreprise belge, d'une entreprise d'État en plus, une entreprise d'État belge qui s'appelle Netis. Et cette entreprise est entre les mains du Parti socialiste belge. C'est quand même assez paradoxal, c'est quand même assez incroyable. Pardon de vous interrompre. Il faut savoir quand même, il y a 30 ou 40 ans, la sociologie électorale du Sud-Est était beaucoup différente. Très différente, était plus à gauche quand même. Oui, mais ça fait pas 40 ans qu'ils sont... Oui, c'est ça. Mais par exemple, le Var votait communiste. Oui. Juste après-guerre, à Nice, il y a eu des députés communistes, etc. Absolument, voilà, c'est ça. Les choses ont... Oui, mais il n'y en a plus maintenant. Il n'y a plus de communistes. Mais la presse est en quelque sorte décalée par rapport à cette évolution. Mais là, on est dans des opérations financières, on est dans des opérations qui ne touchent pas à la, je dirais, à la substance électorale de la région. Et cette entreprise Netis, contrôlée par le Parti socialiste belge, a eu des soucis terribles. Ou plus exactement, les administrateurs de Netis ont été inculpés pour des affaires de corruption, d'abus de biens sociaux, etc. Le gouvernement belge a poussé Netis à vendre ses parts de Nice Matin. Donc Netis a mis ses parts en vente et s'est présenté à l'achat, effectivement, Iskandar Safa, qui est donc un chrétien maronite, plutôt un homme de droite, et il est d'ailleurs le propriétaire actuel de Valeurs Actuelles. Alors, ce n'est pas un milliardaire, mais c'est quand même un multimillionnaire. Bon. Car de toute façon, si on n'est pas multimillionnaire, on ne peut pas racheter un titre comme celui-là. Il a fait cette proposition d'achat avec le soutien du personnel, puisque sa proposition était celle qui maintenait le plus de postes dans l'entreprise. Il s'est trouvé contré, effectivement, par Xavier Niel et Netis, donc cette société socialiste, veut impérativement que le groupe Nice Matin, essentiellement le quotidien Nice Matin, soit vendu à Xavier Niel. Xavier Niel, multimilliardaire. Donc on a un parti socialiste... Qui détient Le Monde. Qui détient... En partie Le Monde. Qui détient Le Monde, qui détient donc le Nouvel Observateur, et Free, et bien d'autres médias. L'Observateur, maintenant on dit l'Observateur. Donc on a là un multimilliardaire qui n'a pas besoin de ce journal en plus, mais ce journal en plus, là il est presque en mission, c'est ça, pour empêcher que Nice Matin vire à droite. Ouais. On dit, alors nous avons été alertés à présent, nous avons été alertés assez tôt par cette situation, par des gens qui travaillent à Nice Matin tout simplement, qui nous ont dit, des journalistes ou des gens d'administration, qui nous ont dit à présent, alors, en nous demandant de ne pas les citer, parce que sinon ils seraient persécutés, ils seraient littéralement persécutés, qui nous ont dit ce qui était en train de se préparer, et pourquoi la proposition de monsieur Safa serait écartée par Netis. Et nous avons eu la confirmation de ces informations au mois de juillet, il y a quelques semaines, parce que le journal Le Monde a lui-même indiqué que l'une des raisons pour lesquelles Iskandar Safa était écarté, c'est parce qu'il était propriétaire de Valeurs Actuelles et que donc ça connoterait trop à droite le quotidien Nice Matin. Cette
cette intervention de Xavier Niel, qui n'a donc pas besoin de ce titre, qui est déjà multimilliardaire, et qui est en plus le gendre de Bernard Arnault, la deuxième fortune du monde. La deuxième fortune du monde entier. Pas du journal Le Monde, du monde entier. Eh bien, cette intervention, c'est une intervention en service commandé, apparemment demandée par Estrosi, l'actuel maire de Nice, encore Estrosi a démenti par le biais d'un de ses apparatchiks, mais cet Estrosi souhaiterait, paraît-il, que ce ne soit pas Ciotti, l'autre homme fort des républicains locaux, qui prenne le pas, notamment, et qui soit traité de manière sympathique ou de manière non agressive dans Nice Matin. Donc pour éviter cette complaisance à l'égard de Ciotti, nous avons donc une intervention de ce milliardaire. Et si rien ne vient empêcher ce rachat par Xavier Niel, départ de Nethys, eh bien nous aurons là un quotidien de plus dans le monopole de Niel, sachant que le monopole de Niel, c'est aussi pour partie, enfin du moins familialement parlant, le monopole de Bernard Arnault, et que Bernard Arnault, c'est Les Échos, c'est Le Parisien, et puis c'est encore... Radio Classique. Radio Classique et beaucoup d'autres. Un repas de famille, c'est ce qu'on nous écrivions dans Présent, un repas de famille chez les Arnault, c'est quasiment une réunion du syndicat de la presse, parce qu'à eux deux, ils doivent et une conférence de rédaction. Ou une conférence de rédaction. À eux deux, ils doivent représenter, donc le beau-père et le gendre, ils doivent représenter à peu près 50% des médias français. Est-ce que c'est tolérable? Est-ce que c'est admissible? Est-ce que c'est possible d'imaginer que 50% au moins des grands médias français soient entre les mains de 2 personnes? Moi, je dis non. Je dis qu'on approche d'un système de dictature, d'un système à la chinoise. Est-ce que justement, il y a quelques mois, le gouvernement hongrois avait fait passer une loi interdisant aux investisseurs étrangers de s'installer dans le pays pour aller contre les intérêts nationaux, et c'est d'ailleurs ce qui avait valu le départ de M. Soros de la Hongrie. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce genre de loi de... Non, Bernard Arnault est un Français, je dirais, je ne mets même pas en cause son patriotisme, en l'occurrence. Xavier Niel est français aussi, je ne mets pas en cause son patriotisme. Je dis simplement que accepter qu'un gouvernement, quel qu'il soit, accepte que la presse, les médias, parce qu'il n'y a pas que la presse écrite, que les médias se concentrent d'une manière absolument... accéléré en ce moment entre les mains de quelques personnes, de quelques milliardaires, je dis que c'est dangereux. Mais c'était déjà le cas d'ailleurs sous Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy était intime avec quand même beaucoup de patrons de presse, mais quand même ça lui a... beaucoup de patrons de presse, mais maintenant on n'a plus besoin d'être intime avec beaucoup de patrons de presse. Il suffit d'être intime avec quelques patrons de presse. Et le phénomène depuis l'époque Sarkozy, pourtant Sarkozy c'est pas très vieux, mais c'est accéléré d'une manière absolument incroyable. Mais il y a une autre affaire qui révèle, vous parliez de l'exécutif, vous parliez du pouvoir en France, comment peut-il tolérer ça? Mais lui-même a fait preuve de véritable interventionnisme dans l'affaire de l'interview à la presse quotidienne régionale juste avant les européennes. Que s'est-il passé, souvenez-vous? Eh bien, il fallait que l'interview fût encadrée, que les intervieweurs s'engagent à coécrire avec les fonctionnaires et à soumettre à relecture à l'Élysée avant toute publication. Oui, mais moi je dirais que malgré tout, ce n'est pas de la même. C'est pas la même nature. Mais, mais De Gaulle a fait. De Gaulle l'avait fait. Faisait ça. De Gaulle encadrait ses conférences de presse, etc. Oui, mais évidemment, c'est une certaine atteinte à la liberté. Mais De Gaulle a fait bien pire. De Gaulle a interdit des journaux. De Gaulle. Et puis il y avait le monopole d'État à la télévision. Il y avait tout ça. Là, on est sur un schéma. Enfin, à mon avis, beaucoup plus inquiétant. Beaucoup plus inquiétant parce que on arrive à un monde univoque
On va arriver à un monde univoque. Et surtout, quand vous dites monde, c'est mondialisé, c'est-à-dire à l'échelle mondiale. Oui, en plus. C'est redoutable. Moi, Francis Bergeron, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce qu'on évoquait en deuxième partie, à savoir le fait que, vous l'avez dit, environ 95% des médias américains étaient donc derrière Madame Clinton, et pourtant c'est Monsieur Trump qui a remporté l'élection présidentielle, alors que en France, on a bien vu que les médias étaient quand même majoritairement derrière Monsieur Macron, et il a gagné. Donc, comment est-ce que vous expliquez cette différence entre le fait que les Américains aient réussi à s'extraire de la prison médiatique alors que les Français s'y sont engouffrés? Je pense qu'il y a une tradition de liberté qui est plus grande aux États-Unis. Il y a des médias qui sont certes très minoritaires, mais qui existent, des grands médias qui existent malgré tout. Il y a le Washington Times, enfin il y a le Washington Post, il y a le Washington Times, il y a le Wall Street Journal, qui est quand même il y a un certain nombre plus indépendant. Voilà, il y a un certain nombre le New York Times, grands journaux c'est le monde, qui ont des positions plus contrastées, même s'ils ne représentent que 5% des médias. Il y a cette existence. Il y a des télévisions privées, il y a des Fox, etc. On a malgré tout déjà une certaine liberté. Enfin, on a une liberté d'information supérieure à celle de la France. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je pense qu'il y a une tradition de contestation de l'information médiatique aux États-Unis qui est plus ancienne, plus forte que celle de la France. Il y a aussi le souvenir de ce qu'ont été les médias américains pendant la guerre du Vietnam, par exemple, et de la réalité, ensuite, des Boat People, de la réalité du génocide cambodgien, etc. Et ce qui a amené aussi à une réflexion des Américains, qui se sont dit, mais il y a ce que disent les journalistes, les têtes d'œufs de la côte ouest, de la côte est, et puis de la réalité du terrain. Oui. En France, on n'a pas véritablement ça, mais il n'empêche que si aujourd'hui on a 20-30% de l'opinion qui vote, je dirais, pour la droite hors les murs, pour faire simple, on n'a pas 30% ni 3% des médias qui vont dans ce sens-là. Alors aux États-Unis, il y a une affaire quand même très intéressante, c'est que le journaliste du Watergate, celui qui avait révélé le système des écoutes, a publié une analyse selon laquelle plus de 400 journalistes américains étaient directement stipendiés par la CIA. C'est assez redoutable. Ça a fait du bruit, ce qui a permis à Trump d'ailleurs de faire un article, de faire une réplique extrêmement violente au New York Times. Et sur le fait que là on voit que l'exécutif américain est quand même en opposition avec son État profond. Et ça c'est quelque chose de tout à fait original que nous n'avons pas en France. Que nous commençons à avoir. Alors comment ? Et je dirais que les Gilets jaunes, c'est un petit peu un symptôme. Enfin, c'est la manifestation. C'est une manifestation extérieure. C'est comme les boutons de la fièvre, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, absolument. Oui. Donc ça c'est un phénomène assez spécifique aussi aux États-Unis. Alors il y a évidemment, pour conclure, il y aurait aussi la presse quotidienne régionale qui reste forte. Je crois qu'elle a 18 millions de lecteurs. Oui. Elle n'est pas en très bonne santé. Elle n'est pas en très bonne santé non plus. Oui, elle est en train de. Sud-Ouest vient d'opérer, on est en train d'opérer un plan de restructuration. Enfin, on a partout ces. Oui, la presse écrite. Et la presse écrite. La Dépêche, le journal de monsieur Jean-Michel Baillet. Oui, bien sûr. La presse écrite souffre, notamment parce qu'elle n'a pas adapté ses charges à un marché qui est devenu beaucoup moins porteur pour la presse écrite. C'est la chance de présent, d'ailleurs, je ferai si vous me permettez de faire un petit couplet d'autosatisfaction, la chance de présent, c'est que dès le début, les concepteurs de présent, Jean Madiran, François Brignot et les autres, ils ont voulu faire un journal pas cher, un journal ramassé, un journal avec peu de journalistes, peu de pages, mais une information dense et une information de qualité, une information non conformiste. Et alors qu'ils avaient en face d'eux des mastodontes avec des centaines de journalistes. Aujourd'hui, un journal avec des centaines de journalistes, ça ne marche plus. Ça n'est plus financièrement. Enfin, c'est un gouffre Afrique.
Vous avez un journal comme Challenge, un hebdomadaire comme Challenge, par exemple. Difficulté aussi. Oui, il a un chiffre d'affaires de 40 millions par an et il engendre des pertes de 4 millions par an. Même un Xavier Niel n'a pas spécialement envie de se mettre sur le dos ce genre d'outils de communication. Donc nous, la chance de présent, c'est déjà d'être ramassé, d'être resté dans une logique d'économie avec des petites équipes, alors des petites équipes qui travaillent beaucoup, des petites équipes qui ne comptent pas leur temps, mais des petites équipes. Et puis l'autre chance de présent, c'est justement d'apporter une information non conformiste, d'apporter une information. Nous faisons partie du 1%, parce qu'en France c'est ça, nous faisons partie du 1% qui donne une information différente des 99% autres. Ça veut dire que le public français, nos lecteurs, ils savent que là, on va avoir un autre son de cloche. Il n'y en a pas, il n'y a pas le choix. Est-ce que vous avez des publicités? Est-ce que vous avez des annonceurs? Très peu, quasiment pas, parce que l'annonceur qui prendrait le risque d'annoncer dans présent serait tout de suite torpillé. Quand on voit que l'humanité récolte... Sous perfusion. Oui, complètement sous perfusion, qui n'a plus de lecteurs, qui a moins de lecteurs que présent certainement aujourd'hui, mais qui a plus d'abonnés, parce que les administrations, les organisations syndicales, les partis politiques, les etc. compagnies d'aviation. Les compagnies d'aviation, oui, qui refusent de vendre de présent, mais qui vendent l'humanité, enfin qui donnent l'humanité aux passagers, mais eux-mêmes, Air France et les autres, achetant les numéros de l'humanité. Nous, ils ne refusent de... Nous ne sommes sûrement pas dans l'esprit de la communauté, comme dirait Facebook. Et donc, ça, ce sont les vrais atouts de présent. Les vrais atouts de présent, c'est, encore une fois, c'est d'être un journal pas cher, donc qui peut survivre à la crise de la presse, et d'autre part, d'être un journal vraiment non conformiste, qui représente ces 1% d'informations non conformistes face aux 99% d'informations, je dirais, qu'on trouve partout, depuis la télévision jusqu'au dernier canard de province. Alors j'ajouterais que Présent a considérablement changé sa maquette, changé généralement l'apport, et il est, me semble-t-il, beaucoup plus attractif qu'il ne l'était autrefois. Mais il n'a absolument, oui, c'est vrai. Mais il n'a absolument pas changé de ligne. Contrairement à ce que j'entends parfois d'un minuscule petit, une minuscule petite coterie. Mais Présent reste un journal catholique, reste un journal patriotique, identitaire. Un journal national, pour ne pas dire nationaliste, oui, Présent et tout ça, et Présent représente 1% de la presse, est-ce que je dis 1% de la presse, beaucoup moins qu'un 1% de la presse, mais est certainement plus en phase avec une grande partie de l'opinion publique que le reste de la presse. Et si vous voulez lire son histoire, la voici, par Francis Bergeron, Présent, un défi au quotidien. Eh bien, on vous souhaite que ce défi puisse continuer. Merci beaucoup, merci à tous les deux de nous avoir donné la parole. Merci Francis Bergeron, et chers téléspectateurs, eh bien, à très bientôt.